Tout simplement parce que qu'est-ce qui se passe dans notre société? À travers les applis de rencontre, on se rencontre, on se désire, on baise et on se sépare. Ça veut dire que l'étape intermédiaire du désir, elle n'est jamais pleinement ressentie. C'est un petit peu comme le parallèle avec la méditation, où quand je disais il faut absolument qu'on exprime ce qu'on ressent, parce que si on s'interdit d'exprimer, on va vraiment ressentir. Et là, c'est désagréable parce que ça coince. Et bien dans la sexualité, c'est la même chose. Il y a le désir, et vite, 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 il faut qu'on le consomme. Dans ce que je vais te poser comme question, là, les 2 prochaines, t'es vraiment pas obligé d'y aller, comme toutes les autres précédemment, mais celle-ci, je préfère le dire avant. C'était inclus dans les autres. Mais je me demandais quand même, qu'est-ce que celui que tu es aujourd'hui pourrait dire à celui que tu étais lorsque tu vivais ce burn-out? Tu te rends même pas compte à quel point ça va bien se passer. Hmm. Ah, super. C'est ça, mais il y a une émotion qui vient quand je dis ça, quoi. Parce que celui qui vit le burn-out et qui est d'ailleurs encore dans sa carrière, mais c'est une panique de finir sous les ponts, d'être jugé, d'être stigmatisé, de plus y arriver, d'être complètement paumé, parce qu'en même temps, tu as tout plein de crédits, hein, évidemment, puisqu'il fallait acheter des bagnoles et des immeubles. Et, et en fait, une panique qui est une angoisse de mort, quoi. Et donc le message, parce que maintenant on est 6 ou 7 ans plus tard, mais c'est mais mec, mais tu te rends même pas compte ce qui se passe quand tu sautes dans le vide. Ça paraît un petit peu suranné, mais c'est quand tu sautes dans le vide que les ailes elles poussent, quoi. Et quand Hmm. tu restes sur le bord de la falaise, mais il y a jamais rien qui se passe. Et donc ouais, c'est la phrase, c'est mais tu te rends même pas compte à quel point la vie va te dérouler un tapis rouge à partir du moment où tu fais acte de foi. Ok, super. Bah, tu vois, ça me met un grand sourire. Et je me demandais à l'inverse, qu'est-ce que celui qui a vécu ce burn-out pourrait te dire à toi, qui est là aujourd'hui avec moi? Oh, depuis son point de vue de mec en burn-out, en plein dans la carrière, ah ben Ouais. mon pauvre est devenu un hippie pathétique. Comment c'est pour toi là de recevoir ça? Ah ben avec beaucoup de bienveillance à l'égard de ce mec qui est complètement perdu sans savoir qu'il est perdu, quoi. Parce qu'en fait, cette bienveillance que j'essaye d'envoyer là à mon moi du passé, c'est justement ce qui lui manquait le plus. Hmm. Parce qu'en fait, dans ce Justement, oui. justement, est-ce que à l'endroit où il est, celui qui a vécu ça, il sent pas tout l'alignement qu'elle tient aujourd'hui et tout le... Non, c'est pas des Imperceptible. valeurs. Non, c'est imperceptible. Puisqu'il n'y a qu'un mode il n'y a qu'une manière d'être au monde, en fait, hein. C'est Hmm. l'ego, et le reste, donc ce qu'il y a, les 359 degrés qu'il y a autour de ce truc très fin, n'existe même pas. Et je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois que 90% de la population est enfermée là-dedans. Ouais, je te rejoins là-dessus, mais c'est pour ça que c'est intéressant et important pour moi d'avoir ces échanges-là, qu'ils puissent être visibles, même si c'est dans une petite niche. J'ai bien conscience qu'on touche pas énormément de monde, mais pour peu qu'on se donne la peine, on peut tomber dessus. Donc ça, c'est chouette. Je me demande, quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? C'était avant-hier, et j'animais un stage. Hmm. Voilà. J'explique dans ces stages qui prennent la forme, donc c'est une improvisation totale et ça prend la forme de cercles de parole, que je ne suis pas maître, je ne suis pas enseignant. La seule chose que je procure, c'est un cadre, et dans ce cadre, je participe de manière émotionnelle au même titre que les autres, et pour m'adresser à eux, je puise à l'intérieur de moi, et donc forcément, il y a des processus chez chaque personne qui résonnent, et donc je pleure sans exception à tous les stages. Ok. Il y a une vulnérabilité dans ces moments-là et le fait que ce soit un cadre sécurisé qui occasionne ça aussi.
Oui, 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 bien sûr, on crée ensemble un cadre sécurisé et je crois que la vulnérabilité, c'est, je sais pas comment encore je vais le dire, mais c'est vraiment la porte. Ah, ça c'est intéressant. Ce qui me vient là, quand on parle de cette autre manière d'être au monde, ce ressenti, cette sensorialité ou cet éveil, je crois que la vulnérabilité, c'est la porte. Hmm. Et la vulnérabilité, dans ma conception, c'est très différent de la fragilité. La fragilité, c'est un truc qui peut casser. La vulnérabilité, c'est déjà cassé. Et on y va. Et la vulnérabilité, c'est la capacité à se mettre à nu et à se faire traverser complètement par ce qui survient. Et bien sûr, la vulnérabilité nécessite une forme de confiance, évidemment. Super, ouais, c'est trop bien de tomber sur des pépites en direct comme ça, cool. Cool, cool, cool. Euh, Prochaine question que j'aime bien poser depuis quelques interviews que je fais, c'est est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Waouh. Alors, je te remercie pour l'inconfort que crée la question. Donc, nous sommes au bon endroit. Euh, hmm, je crois que non. Je crois que c'est pas encore accompli. Et même loin de là. Je pense en être même à la moitié du chemin. Et après, j'ai pas grand chose à dire parce que euh, je suis un petit peu en réaction face au diktat de s'aimer soi-même. Parce qu'en fait, un nouveau-né, quand il arrive sur Terre, ben on lui dit pas aime-toi toi-même, quoi. La science nous explique que l'amour de quelqu'un est une substance vitale au même titre que boire et manger, quoi. Hein. Il y en a trois. Hein, et dans l'amour, il y a cette notion de contact corporel. Et donc, je crois que s'aimer soi-même aujourd'hui prend la forme d'un diktat du développement personnel, plus que une vérité fondamentale ou on va dire une composante fondamentale du bonheur. Et je pense que être aimé, et plus encore, arriver à aimer quelqu'un d'autre, est plus important que s'aimer soi-même. Ok, merci pour Je, ta réponse. voilà, ça ressemble à peu près ce que je pense. Ouais, super, trop bien. Bah, du coup, je vais aller de mon côté en disant que pour moi, oser sa singularité, c'est avoir conscience d'être seul au monde. Qu'est-ce que ça te fait, cette affirmation? Tu as dit oser sa singularité, c'est avoir conscience d'être seul au monde Ouais, ou d'être unique au monde. d'être seul au monde. Waouh. Alors déjà, il faut que je la comprenne. Je peux développer si tu veux. J'aimerais bien que tu développes, ouais. Ok. Être seul au monde, en fait, c'est l'endroit où la porosité qu'on peut sentir à un étage dans la relation qu'on a aux autres, avec le jeu de miroir, on peut venir à l'endroit où, en fait, on ne se voit que soi à travers l'autre, et que finalement, on n'a que très peu accès à une altérité, même si on peut l'avoir à un étage particulier. Moi, j'ai tendance à mettre une sorte de sol à cet endroit-là et à dire, il y a une phrase que j'ai écrite qui me paraissait être juste et mettre ça en exergue, c'est l'univers est seul à l'endroit où il est moi et je suis seul à l'endroit où je suis l'univers. Donc, en fait, tout ce qui est entre les deux, c'est des variations et des étages différents de ces deux pôles qui sont deux extrémités auxquels je me tiens. Et entre les deux, oui, il y a la rencontre des autres, etc. Mais qui ne sont que des reflets de moi dans l'endroit où je reçois leur information et leur retour. C'est plus précis pour toi ou c'est toujours aussi... Non, non, c'est plus précis et c'est Ok. extrêmement profond. Et oser sa singularité, oui, ça me semble d'une évidence assez limpide cette phrase-là. Oui, tout à fait. Ok. J'irais même un tout petit peu plus loin en disant que, en fait, aujourd'hui, dans cette affirmation-là, je pose une vision du monde qui m'est toute personnelle et toute subjective, dans laquelle je ne peux faire de bien ou de mal à personne. Et c'est ce qui m'autorise à, voilà, à discuter avec toi, à recevoir des gens en séance. C'est parce que si j'avais le pouvoir d'aller chez eux pour repeindre d'une certaine couleur parce que je trouve que c'est mieux et eux, en fait, j'ai pas à leur demander leur avis, ça me plairait pas. Donc je compte sur la souveraineté que chaque personne a. Je compte sur la mienne également pour que ces deux souverainetés se respectent parce qu'on est seul, en définitive.
en dernière analyse, on est seul, chacun de notre côté, avec notre vision des choses et notre souveraineté. Voilà. Oui, ça rejoint, je crois, la notion de responsabilité. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que tu veux bien justement nous partager, toi, ta vision du libre arbitre? Est-ce que ça existe pour toi, ça? C'est une question qui me laisse un petit peu froid. Je sais que c'est une question qui tourne beaucoup. Et je vais passer mon tour sur cette question parce que je suis pas du tout pertinent. Ok, ça me va. Super. Dans les sujets qu'on a abordés, est-ce qu'il y a des choses qui te sont venues en cours de route qui seraient des compléments indispensables pour toi et dont je t'ai pas posé suffisamment de questions pour que tu ailles dans ces endroits-là? Est-ce qu'il y a une question Non, qui manque? non, je pense que tu vas très loin dans tes questions. C'est ce que j'avais vu dans tes vidéos et c'est ce que j'apprécie. Enfin, pour moi, ici, c'est une improvisation totale. C'est des questions qui sont extrêmement pointues et ça me pousse à réexplorer mes conceptions et j'adore ça. Donc, non, il y a rien qui me manque. Moi, je te remercie beaucoup pour ce retour, ça me touche beaucoup. Et bah, je suis content de voir que justement ce soin que j'essaye de mettre en fait à accueillir les gens parce que j'ai vraiment envie d'échanger avec eux, ce soin que je mets à essayer de créer des moments qui sont bah, évidemment il y a les spécificités que chaque personne connaît déjà, les sujets pour lesquels je m'intéresse à ce qu'ils proposent et évidemment qu'il y a des éléments qui sont redondants, soit dans les livres, soit dans les conférences, soit dans les stages, etc. Mais si à travers l'échange qu'on a, il y a quelques petites pépites qui surgissent du fait d'être ouvert au fait qu'elle soit là et de pas vouloir simplement que tu relises ton texte parce que j'ai envie que ce soit sur ma chaîne et pas ailleurs. Bah, je suis content qu'on soit arrivé à quelque chose de cette qualité-là et pour toi en particulier et puis bah pour les spectateurs en deuxième lieu. Donc merci. Et la dernière question qui est la question rituelle que je te pose, qui est bah, qu'est-ce qui est le plus banal chez toi? Qu'est-ce qui est le plus banal? Bah, le fait d'être, je crois, un humain qui se pose des questions et en fait qui va finir au même endroit, quoi. Hein. C'est-à-dire, ce qui est banal, c'est le fait qu'on en est tous, je crois, au même endroit. On en est tous avec les mêmes préoccupations et je suis pas différent de cela. Souvent, les gens, quand ils lisent mes livres et qu'ils me rencontrent ensuite, ils sont déstabilisé par le fait que j'ai des problèmes en fait dans ma vie. Et tu sais, il y a ce côté projectif. Si le mec écrit un livre, bah, c'est le Dalai Lama, quoi. Hein. Mais en fait, non, c'est juste l'extrême inverse. Ça m'est arrivé quand je suis allé au Pérou au contact des chamans Shipibo. Moi, je pensais retrouver le Dalai Lama, mais en fait, c'est un mec avec un maillot de foot, une bière, qui pète et qui rote, quoi. Mais comme ça, hein. Et, 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 et en fait, il y a ça, c'est-à-dire que on avance quand même dans la vie. Les gens qui sont sur un chemin spirituel, c'est difficile en tout cas au début du chemin, de se départir un petit peu de cette dimension projective où on va projeter sur l'autre enfin le sauveur qui a tout compris. Et puis ces livres me parlent tellement, mais en fait le mec est dramatiquement paumé, quoi. Et, euh, et je crois que c'est ça qui est banal, c'est-à-dire que oui, je suis conscient de certaines choses à certains endroits et qu'il y a des endroits de cette sphère d'expérience dont j'ai exploré à taquet et que j'ai vraiment poncé une partie. Je crois qu'il y a une autre partie, mais qui est complètement aveugle. Oui, je pense que c'est ça la banalité, oui. Merci beaucoup, c'est très touchant ça encore une fois comme partage. C'est vrai que justement, alors j'aurais malmené ce mot pendant tout le long de l'entretien. Finalement, ces gens-là, ils essaient de faire de toi soit une figure paternelle, soit un surmoi à ce moment-là. Mais c'est le cas dans toute interaction, alors j'allais dire toute interaction thérapeutique, mais c'est dans le cas je crois, de chaque relation humaine. On est tous des surfaces projectives en puissance. Et je suis en train de penser plein de choses de toi qui sont probablement très loin de la réalité et qui ont pour seul cadre référentiel mes traumas, mes espoirs, etc. Et nous sommes tous des surfaces projectives en puissance et ça se révèle de manière explosive souvent dans les couples, puisque c'est là où on vient toucher les ressorts les plus traumatiques, et voilà. Hmm.
D'ailleurs, bah tiens, si j'en profite quand même parce qu'on a du temps et que j'ai encore une question, parce que j'ai écouté hier, j'écoutais encore un entretien auquel tu as participé qui avait pour sujet le tantrisme et Mhm. l'intervenante qui était avec toi, dont j'ai oublié le nom, elle me pardonnera. Euh, Tu vois de qui il s'agit? Christelle Antonia. Voilà, bah c'est bien qu'on puisse citer son nom. Donc Christelle Antonia, elle disait une phrase, au détour d'une phrase, elle a lâché euh, des personnes en fait qui ont une sexualité pulsionnelle, donc assez répandue, en fait, j'imagine assez majoritairement répandue dans la population actuelle, qui passent en fait d'une relation pulsionnelle avec tout ce que ça confère de danger, de euh, quelque chose de qu'on pourrait qualifier pas de très sain d'une certaine manière. Quand on rentre dans une relation saine, alors la sexualité pulsionnelle n'est plus accessible. Et donc, du coup, il y a quelque chose de l'ordre de, mais alors, où je vais chercher ma sexualité maintenant? Oui. Alors là, je peux rentrer, si on a un peu de temps, je peux descendre en Tout à fait. profondeur dans ma conception des choses. Donc en fait, sexualité pulsionnelle, je suis aspiré par un fantasme. Le fantasme, on sait tous plus ou moins ce que c'est. Avec ceci comme précision, c'est que le fantasme, et tu l'as bien cité à un moment, ne s'exerce pas que dans la sphère sexuelle, hein, mais le fantasme, ça peut très bien être avoir une maison de campagne, une cheminée et des enfants en pyjama qui courent partout et d'avoir une vie de famille idéale. Euh, eh bien, le fantasme est pour moi la manifestation symptomatique de l'inconscient qui cherche à guérir le trauma. C'est-à-dire que nous trimballons des traumatismes et que comme la vie cherche à guérir son hôte, finalement, elle va faire que nous développons des fantasmes qui ne sont en fait que des tentatives effrénées d'expériences correctrices. Donc, chez certains hommes, par exemple, alors c'est pas juste de dire chez certains hommes, chez les humains, il va y avoir des fantasmes de domination ou des fantasmes de soumission. Et en fait, on peut prendre ça pour juste prendre cet axe-là, domination-soumission, parce que c'est plus un cercle qu'un axe. Il y a la tentative inconsciente d'aller vivre une expérience correctrice, une expérience compensatoire. Et c'est comme ça qu'on découvre que parfois, dans les gens qui sont très investis dans le BDSM, vont de plus en plus loin dans leurs fantasmes pour aller se ressentir encore de plus en plus fort. Et on arrive à des pratiques mortifères, et je ne dis pas que ce sont des déviances, mais je dis juste qu'on peut en arriver à des douleurs extrêmes juste parce que j'ai besoin de me ressentir à cet endroit du trauma. Et on arrive à finalement des dépressions, au fait de ne plus pouvoir avoir de sexualité au terme de cette exploration qui n'a finalement aucune fin. Et je crois que la guérison, en tout cas l'espoir d'une guérison à cet endroit-là, c'est de mettre la conscience à l'intérieur de la pratique sexuelle. Et c'est là où, au lieu de faire ça, en termes de pratique, on commence à faire ça en termes de pratique, et quand on fait ça en termes de pratique, on commence à faire ça en termes de ressenti. C'est-à-dire que dans le tantra, on apprend chez les débutants que on peut arriver à un rapport à l'autre, quel que soit son sexe, on peut arriver à un rapport à l'autre d'une extrémité, d'une intensité extrême rien que par le regard. Un regard soutenu de 20 minutes avec une personne, mais ça peut faire vriller quelqu'un. Tout simplement parce que qu'est-ce qui se passe dans notre société? À travers les applis de rencontre, on se rencontre, on se désire, on baise et on se sépare. Ça veut dire que l'étape intermédiaire du désir, elle n'est jamais pleinement ressentie. C'est un petit peu comme le parallèle avec la méditation, où quand je disais il faut absolument qu'on exprime ce qu'on ressent, parce que si on s'interdit d'exprimer, on va vraiment ressentir. Et là, c'est désagréable parce que ça coince. Et bien dans la sexualité, c'est la même chose. Il y a le désir, et vite, 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 il faut qu'on le consomme. La femme, il faut vite qu'elle se fasse remplir, et l'homme, il faut vite qu'il décharge. Eh bien, dans les pratiques tantriques, justement, ça va être de ne pas arriver à l'acte sexuel pour s'autoriser à ressentir quelque chose. Et je crois que cette expérience-là est fondamentalement correctrice, puisque dans nos traumas, c'est souvent des expériences
d'altérité, des expériences de décharge, des expériences où nos limites n'ont pas été respectées. Et dans mon chemin, le tantra a été une des expériences de vie les plus correctrices, les plus guérissantes. Et voilà ce que je peux dire. Ce qui me semble important de revenir lentement dessus, c'est la notion de l'articulation fantasme et trauma. Prends le fantasme de quelqu'un, si tu grattes un petit peu ou si tu tires le fil qui dépasse, t'arrives au trauma, le fantasme étant la tentative inconsciente d'une expérience correctrice. Et donc, soit on s'y jette de manière effrénée à travers ce que tu mentionnes, c'est-à-dire une sexualité pulsionnelle, soit on rentre dans une relation saine et on met de la conscience à l'endroit de la pulsion pour pouvoir la vivre avec l'autre, en compagnie de l'autre, plutôt que dans son dos, par exemple. Et je dis souvent, la guérison dans le couple, et c'est une phrase qui a beaucoup été critiquée, mais c'est un art de dire « Viens, donne-moi ta main et touche-moi là où j'ai mal ». C'est Peter Levine qui disait « Guérir, c'est mettre de l'amour là où il y a de la peur ». Et donc dans un couple, pouvoir prendre la main de cet autre, en qui tu as confiance, en qui tu montres ta vulnérabilité, et lui dire « Tiens, touche-moi là où j'ai mal ». Et dans ce « touche-moi là où j'ai mal », il y a sous-entendu « Mets de l'amour là où j'ai peur ». Et tout ça pour reboucler avec cette idée de sexualité pulsionnelle qu'on va chercher ailleurs alors qu'on pourrait la vivre à l'intérieur et mettre de la conscience dessus. Voilà ce que je veux dire. Ok. Ben justement, alors j'ai une image qui me vient quand tu me partages ça, c'est, tu sais, quand on était à l'école, il y avait les négations, il y avait les lunettes, là, ne pas, là, tu vois. Et donc du coup, je me dis, un traumatisme pour toi, c'est quelque chose qui va exploser à un endroit et qui va balancer plein de ponts, enfin, qui vont amener dans la timeline chronologique linéaire de la vie des rendez-vous différents, mais qui auront tous pour source le traumatisme en question. Et comme on en vit plusieurs dans une vie, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, on a plein de rendez-vous en fait qui sont dictés par différents traumas ou dictés ou qui sont appelés en fait ou qui sont provoqués par notre aimantation au fait qu'on doive retrouver des rendez-vous avec les répercussions sismiques de ces traumas premiers pour essayer de les régler, de les transmuter. C'est à peu près ça. De se vivre différemment à cet endroit-là. Ouais. Le trauma, métaphoriquement, allez, je sais pas si c'est tout à fait juste, mais je vais le dire rapidement, laisse une cicatrice et on a terriblement besoin de se gratter à cet endroit-là. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, bah super, ça, parce que ça m'aide à voir un petit peu plus toi comment tu envisages ça et puis ça nourrit aussi, bah tu vois, ça crée des images à l'intérieur de moi qui sont des trucs que je vais aller explorer plus tard. Là, je te l'explique en direct avec ce ne pas là, je sais pas quoi, mais c'est intéressant et surtout ça montre qu'à l'endroit où je citais une relation amoureuse saine et donc une sexualité qui a du mal à se déclarer puisque d'habitude elle était sur le pulsionnel. En fait, c'est juste qu'on n'a pas rendez-vous avec les traumas à cet endroit-là, on n'a plus rendez-vous avec les traumas à cet endroit-là, et qu'est-ce qu'on fait là où il n'y a pas cette énergie-là, en fait? Eh bien, soit on est inconscient et puis on va le chercher ailleurs, soit on est conscient et c'est quelque chose que on explore à deux, en pleine conscience. Donc je crois que, naïvement, je crois que ce sont les deux voies. Hmm. Ok. C'est le moment où, en fait, moi, je vais te laisser dans les mains de Gaëtan, qui a suivi Ok. tout notre échange, qui a pris des notes manuscrites nombreuses, mais je ne sais pas de quel acabit. En tout cas, c'est le moment du point de vue subjectif de Gaëtan. Bonjour Stéphane, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous ai écouté avec Mathieu attentivement. J'ai vraiment trouvé des choses très à la fois passionnantes, mais aussi inhabituelles dans mes sujets d'exploration. Donc ça a pu me nourrir, me poser questions, voilà, et c'est quelque chose du coup qui est très riche, à la fois peut-être réconfortant sur des points de vue que je partage, et à la fois aussi intéressant ou intriguant sur d'autres axes. Et je vais me permettre d'essayer de retracer quelques éléments que j'ai retenus avec la possibilité pour toi de le préciser ou bien la possibilité de le corriger si jamais je n'ai pas correctement retranscrit ta pensée. Ok. J'ai retenu de mon côté l'évocation sur en tout cas une part de ta vie d'une sorte d'inadaptation qui a marqué ton parcours. Tu nous as fait part
de ce ressenti d'inadaptation sur une phase qui irait jusqu'à quel âge pour toi? Bon, entre 25 et 27 ans, oui. Ok. Tu nous as parlé... Ah si, j'avais ça aussi à te poser comme question. Derrière toi, je voyais un corps, comme si on voyait à travers des entrailles. Oui, c'est ça, le plus coloré des deux. Et je me demandais quelle signification ça avait pour toi. Alors c'est le travail d'Alex Gray, hein, qui est un des artistes fer de lance du mouvement de l'art visionnaire. Et ça a justement la signification pour moi parce qu'il y a d'autres choses. Il y a pas que les entrailles, tu vois aussi autour, il y a une aura. Et en fait, moi, j'y vois la multidimensionnalité de l'être et voir à travers aussi. J'aime beaucoup ces deux choses-là. Ok, d'où le fait qu'on arrive à voir effectivement à travers, il n'y a plus la peau, on voit à travers. Et l'autre image qui m'intrigue aussi, où il y a un mur qui est ouvert. Ouais, alors ça, j'adore. J'ai oublié le nom d'artiste, mais on pourra le mettre dans la vidéo. Je vais essayer de le montrer un peu plus. Donc, on a une chambre à coucher. Et dans cette chambre à coucher, et donc on explore comme ça. Et donc, on est éventuellement, on peut penser qu'on est dans l'exploration du caché, l'exploration de l'inconscient. Et j'adore cet artiste. Voilà. Super. Et qu'est-ce que tu verrais dans la partie ronde, comme une orange qui a été sectionnée tout en bas? Ouais, écoute, ça me raconte que il existe quelque chose de vivant tout au fond. Voilà. Et bien, ça veut pas se mettre, donc je vais le laisser comme ça. Pour le protéger, oui, c'est pertinent. Tu nous as dit que tu te racontais de moins en moins, mais que tu te laissais le temps de vivre de plus en plus. Je trouvais ça très joliment exprimé. Tu nous as parlé aussi par rapport à la neurodiversité ou la neuroatypie, d'une adaptation de l'enfant qui aurait pu grandir dans un environnement hostile et ce qui va créer chez lui une hypervigilance parce qu'il peut croiser potentiellement, par exemple, des parents qui seraient vecteurs de danger et ça développerait chez lui une sorte de radar du danger, ce que tu as utilisé comme définition de l'introjection. Ça sous-entendrait, et ça c'est mes questionnements personnels, ça sous-entendrait pour toi que ce n'est pas nécessairement un don, je dirais, qui serait de l'ordre des gènes, mais qui serait plus quelque chose qui serait de l'ordre du développement face à un contexte lors des premières années de vie, pour toi, la neuroatypie? J'ai tendance à le penser, mais pas de manière exclusive, bien sûr, et je crois que la science démontre que j'ai tort, mais dans mon expérience personnelle et les gens que je croise, je crois fortement dans le surdéveloppement de certains outils qui auront permis notre survie en tant qu'enfant. Et chez certaines personnes, c'est le mensonge, chez d'autres, c'est le déni, chez d'autres, c'est la surintellectualisation, et chez d'autres, c'est la suradaptation ou la corruption du soi. Est-ce que tu penserais que potentiellement, s'il y avait une histoire de génétique, pour certains, si le contexte n'était pas là, justement, le contexte que tu as évoqué, il n'y aurait pas de développement de cette caractéristique ou de ces caractéristiques, ou tu mets ça de côté totalement? Je mets ça de côté. Oui. Ok, ça marche. Quand je mets ça de côté, j'entrevois bien sûr la possibilité, et d'ailleurs même la certitude, qu'il y ait des prédispositions génétiques, et on n'a pas parlé avec Mathieu, et on aurait pu parler de toute la dimension transgénérationnelle. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. N'hésite pas si tu as envie de compléter. En fait, ce que je peux dire très rapidement, c'est que l'expression d'un trauma n'est pas forcément la reproduction d'un schéma. C'est souvent l'évitement de rencontrer quelque chose. Et à ce même titre, donc le trauma peut être une expression positive d'un problème et aussi une expression négative par son évitement. Au même titre, le transgénérationnel n'est pas que génétique. Il a été prouvé que ça peut être génétique et que ça saute plusieurs générations, mais ça peut être tout simplement ma grand-mère a trop aimé sa fille, du coup sa fille réagit en opposition, et moi je grandis par exemple, ce qui n'est pas le cas, avec une mère qui n'a pas aimé, et du coup je vais suraimer mes enfants.
Et donc, on a un jeu de domino et de surcompensation incessant qui constitue aussi le transgénérationnel. Alors, ça me fait faire un grand sourire parce que c'est exactement quelque chose qui m'était venu il y a 1 mois et demi ou il y a 2 mois, je ne sais plus à qui j'ai partagé ça justement, en disant mais le côté parfois que je peux avoir quand je réfléchis, qui peut me donner une sorte de vertige, de me dire si on peut se construire en opposition, effectivement, imaginons qu'on ait des parents justement pas assez aimants, ça voudrait dire qu'on va compenser en aimant énormément nos enfants, qui à ce moment-là, eux, vont trouver qu'on est étouffant, donc ne vont pas aimer les leurs, et du coup, c'est là où ça me donnait cette impression de vertige, donc je suis pas le seul à réfléchir de cette façon-là, façon domino. Oui, je trouve que tu l'exprimes beaucoup mieux et beaucoup plus limpidement que moi. Et effectivement, c'est une autre manière de percevoir le transgénérationnel et de percevoir le trauma. Je trouve que ça déculpabilise aussi peut-être les parents se disant de toute façon on fait au mieux, on ne pourra jamais faire l'idéal puisqu'il y a ce principe qui peut nous dépasser et ces constructions en opposition ou en faisant la même chose. Mais c'est ce qui fait qu'on n'a pas vraiment tant de comment dire ça, de pouvoir, j'allais dire, ou tant de contrôle dessus. Bah, le contrôle, je pense que c'est une illusion. Le pouvoir, allez, on va dire aussi. La seule chose que je crois qu'on peut faire dans ce jeu de domino transgénérationnel, pour le nommer ainsi, c'est de mettre la conscience sur ce qui est en train de se jouer. Est-ce que la verbalisation ferait partie de la conscience qu'on peut aider à créer avec l'autre, l'enfant ou l'amoureux ou l'amoureuse? Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Parce que c'est peut-être dans certaines familles une difficulté, la verbalisation, donc je me dis parfois cet effort, qui n'est pas toujours naturel, est un effort sain et en tout cas vertueux. Oui, absolument. Là, on parle vraiment de communication, voire même de communication non violente. Et effectivement, la verbalisation en fait partie. Et puis après, il y a des choses dans les familles où c'est non verbalisé. Ça peut aussi, le non dit, ce qui n'est pas dit, peut être aussi violent que ce qui est dit. On sait bien que le monde est perçu, enfin notre représentation du monde est perçue à travers notre langage. Ce qu'on ne nomme pas, on ne peut pas l'intégrer dans notre champ de conscience. Et donc, d'où l'importance de la verbalisation, mais aussi de, comment on appelle ça en français, en anglais c'est acknowledgement, la reconnaissance des émotions de l'autre et de la valabilité ou de la validité des émotions de l'autre fait aussi partie de ces instruments de lissage du traumatisme transgénérationnel. Mais ils sont très nombreux. Ok, merci pour ce partage. Tu nous as évoqué, en tout cas c'est une phrase que j'ai notée de toi, disant notre société qui court vers sa perte, et c'est une impression, et ça fait miroir vers moi, ça, voilà, c'est des impressions que je peux ressentir aussi, et me dire qu'à un moment donné, en nous parlant d'autres peurs, parce qu'on pourrait se dire qu'effectivement, évidemment, la peur d'aller dans le mur, tu disais même, bon, la vraie seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va le heurter à 200 ou à 220 km/h? Et de toute façon, on va le heurter. Donc il y a un côté, oui, effectivement, un peu, on fait avec, et puis voilà, c'est inéluctable. Mais je me disais, est-ce que le fait de parler régulièrement de guerre, de pandémie ou d'autres problématiques, c'est pas une façon qu'auraient certains de nous détourner l'attention de la peur presque évidente de ce mur en face de nous, nous détourner le regard pour pas qu'on pense à cette peur de notre civilisation? Oui, c'est une éventualité. Après, on sait que dans la raison d'être d'une nation, pour qu'une nation puisse trouver, si tu veux, sa raison d'exister, il faut qu'il y ait un ennemi extérieur. C'est absolument, tu vois, c'est en termes de compression pour permettre l'existence de quelque chose au milieu comme une structure solide, il faut qu'il y ait de la pression à l'extérieur. Et pour générer un sentiment patriotique, eh bien, il faut un ennemi extérieur, tu vois. Et donc cette notion de pays, de nation, de patriotisme, elle confine, si tu veux, à l'invention, ou plutôt la mise en avant perpétuelle d'une menace extérieure. Eh ben, à un moment, c'est une pandémie, maintenant, c'est les Russes, demain, ce sera autre chose. Alors, si on parle de pandémie, tu as parlé aussi de scientisme. C'est un terme finalement qui avait tout son sens dans les derniers mois ou les quelques dernières années par rapport à une population qui est passée de croyances peut-être religieuses vers une croyance
de remplacement qui serait la science, où la science ne serait plus discutable, la science ne serait plus quelque chose qui évolue, alors que c'est simplement, dans le point de vue bon sens, ce que l'on voit depuis des dizaines et des dizaines d'années, la science évolue, la science se réfute, la science change de paradigme, et là tout d'un coup, non, il faut croire tout de suite à la science et comme quelque chose qui ne changera pas. Et ce terme de scientisme, est-ce que c'est ça aussi que tu voulais utiliser quand tu l'as employé tout à l'heure? C'est ce que je voulais dire par là, c'est que le scientisme, c'est le fait de placer la science au rang de religion dogmatique. Si tu veux, l'attitude fondamentale scientifique, et je tiens vraiment à faire la différence à ceux qui ne la connaissent pas, une différence fondamentale entre science et scientisme. C'est la même qu'entre islam et islamisme. Et tous les ismes en général sont des prismes d'exagération à l'extrême. Et du coup, le scientisme, c'est faire de la science quelque chose de dogmatique et d'irréfutable, et on s'éloigne fondamentalement de la démarche scientifique. Et donc le scientisme, on pourrait dire que, pour le vulgariser, c'est la croyance qui constitue le fait de tout expliquer sous le prisme scientifique, comme si la science était une vérité éternelle. Et en fait, toute vérité est question d'époque, et la science d'aujourd'hui n'est pas la science de demain. Et j'aime bien rappeler aux gens que nous sommes au Moyen-Âge scientifique de demain. Très très juste, je trouve. Quand tu parles de... Et qu'il faudra considérer nos vérités scientifiques avec la même distance avec laquelle on considérait la science du XVIe siècle. Puisque dans 300 ans, la science n'aura strictement plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui, et puis on rigolera bien sur ce qui se passe aujourd'hui. Le scientisme, c'est encore une fois pour moi, ou la science en tant que religion, c'est encore une fois une dérive symptomatique d'une société qui essaye de rationaliser à l'extrême, et donc elle essaye de rationaliser à l'extrême parce qu'en fait elle a perdu le sens de là où elle vient, c'est-à-dire la nature, le vivant et toutes ses expressions. Voilà, et donc on se coupe de ça avec des couches de béton et on s'entasse dans des villes, et donc qu'est-ce qui nous reste comme vérité, vu qu'on a perdu la vérité corporelle et sensorielle? Eh bien, c'est la vérité du mental, des chiffres, de la mesurabilité et de la reproductibilité. Merci. Quand tu disais ce qui évolue avec le temps, comme la science, ça me faisait penser aussi à la morale, où je trouve qu'il y a parfois des gens qui jugent ce qui s'est passé il y a 20 ans, mais avec la morale de maintenant. Sauf que le contexte n'est pas le même, et il y a des choses à ne pas faire. À éviter, disons. Il y a des choses à ne pas faire, moi je peux le dire, effectivement. Et oui, quand quelque chose est sorti de son contexte, c'est dramatique. Tu nous as évoqué cette phrase « Je ne suis pas mes pensées, puisque je peux les observer ». Moi, sur ma partie formation en hypnose, ça m'a fait penser que c'est une des métaphores qu'on emploie parfois en disant justement pour la relaxation que l'on peut suivre ses pensées, donc on n'est pas ses pensées, on est plus que ses pensées. On peut être en méta par rapport à ça. Ouais. Tu nous as évoqué un surpeuple qui peut surconsommer. C'est toujours par rapport à ce mur qui peut arriver, donc ça a été intéressant, et je renvoie les gens, parce que tu l'as très bien développé, à cette partie de l'interview, si jamais ils ont envie d'en savoir plus sur ta vision sur cette surconsommation et cette problème de terre, évidemment, finie, mais de population qui s'agrandit presque vers l'infini. Tu as évoqué aussi, j'ai trouvé ça chouette, tu disais par rapport à tes expériences, soit je gagne, soit j'apprends. Donc il n'y a pas d'échec dans cette notion-là, il n'y a que de l'apprentissage, ou bien une notion d'avoir réussi quelque chose. Est-ce que tu veux bien encore le reformuler, si tu veux bien? Oui, j'aime pas trop le mot gagner que j'ai employé, c'est soit je réussis, et encore qu'est-ce que la réussite? Mais en gros, soit je remplis mon objectif de faire l'expérience que je veux faire de cette vie, soit je réajuste mon prisme. Je disais que j'avais une particularité, c'est d'échouer extrêmement souvent, et parce que l'échec ne me redéfinit pas.
Or, dans certains parcours traumatiques, l'échec a été vécu à travers le prisme familial, par exemple, comme une redéfinition de l'être, comme quelque chose d'absolument insupportable. Et donc, ça confine certaines personnes à ne jamais tenter, à rester enfermées, et donc à ne finalement jamais rien réussir et ne pas faire l'expérience de vie qu'ils ont envie de faire. Donc voilà comment je pourrais un petit peu granulariser cette notion. Et oui, ma vie est vraiment une succession d'échecs avec très peu de réussites, mais c'est celle-ci qu'on voit. Et puis, tant mieux pour moi. Mais ma perception de ma propre vie est radicalement différente de celle qu'on voit d'extérieur. Merci pour toute cette honnêteté. C'est précieux, je trouve, vraiment. Et là Merci encore, beaucoup. ça déculpabilise nos propres expériences et nos propres doutes parfois sur la notion d'échec et la notion de valeur qu'on peut s'accorder. Merci. Tu nous as évoqué le burn-out en disant que le burn-out, c'était en rapport avec des besoins existentiels ou des besoins primaires qui n'arriveraient pas à être trouvés ou à s'exprimer ou à trouver résonance. Tu as évoqué aussi, c'est quand tu sautes dans le vide que les ailes peuvent pousser. J'ai trouvé que c'était une très belle métaphore. C'est vrai que tant qu'on n'a pas besoin des ailes, il n'y a pas de raison qu'elles viennent se déployer. C'est parfois, même si c'est là aussi vertigineux, au moment où on tente, le moment où on a l'impression de risquer quelque chose, qu'on peut se retrouver en nous avec des ressources que parfois on n'aurait pas totalement cernées, imaginées. C'est inspirant. Merci. Est-ce que tu aurais un exemple de parcours chez toi où tu aurais justement rencontré une ressource que tu n'aurais pas imaginée en ayant cette impression de sauter dans le vide? Oui, c'est très simple, c'est la notion de créativité par l'écrit. C'est-à-dire que quand j'avais mon salaire et mon employeur, il n'y avait pas vraiment de nécessité à contacter des ressources créatives, à contacter des expériences qui allaient me créer des élans créatifs, générer des élans créatifs. Or que quand on quitte cet employeur et cette vie de salarié, eh bien finalement, on a un rapport différent au monde qui peut être un petit peu plus précaire, vu qu'il n'y a plus ce maintien du niveau de vie, et donc émerge quelque chose qui est de l'ordre de la peur, qui vient générer une forme de, je crois, de résilience, et donc il y a des mécanismes de survie qui se mettent en branle, et la créativité est un symptôme de ces mécanismes de survie. Très bien, très bien. Oui. Le diktat du développement personnel, tu as parlé tout à l'heure de ça, ou de ce qui est parfois proposé dans les communications YouTube, Instagram, sur le développement personnel, en disant souvent ce diktat, c'est il faut s'aimer soi-même. Et tu nous proposais, tu nous évoquais déjà réussir à être aimé, se sentir aimé et à aimer les autres, ce pourrait être bien plus important que s'aimer soi-même. Là encore, sur le côté dédramatisé de se regarder dans la glace en disant je m'aime, façon méthode Coué, de se dire que réussir à contacter la sensation d'être pleinement aimé, c'est déjà un beau parcours, et d'avoir le plaisir de se sentir pouvoir aimer quelqu'un d'autre, ou au pluriel, des quelqu'un d'autre aussi, c'était déjà pas mal, j'ai envie de dire, avant même de pouvoir se dire sincèrement, plus qu'artificiellement, je m'aime moi-même. Est-ce que je recouvre bien ta pensée ? Complètement. Je mettrais peut-être un petit peu plus de nuances à mon propos. Je ne dis pas que s'aimer soi-même est mauvais. Je dis pas que c'est un diktat. Je dis que si je prends le contre-pied de cela, il peut être beaucoup plus important, selon moi, d'arriver à goûter au fait que nous soyons déjà aimés par quelqu'un, et souvent on passe complètement à côté. On a beaucoup de mal à recevoir. Et même après, ça dépend des gens. On pourrait dire qu'il y a 50% de la population qui a du mal à recevoir et 50% qui a du mal à donner. Et moi, j'ai beaucoup de mal à recevoir. Et le challenge, c'est quand tu es vraiment aimé, c'est d'arriver à le contacter, d'arriver à le goûter, parce que c'est aussi là-dedans qu'on puise notre capacité à nous aimer nous-mêmes. Et je faisais le petit rapprochement avec le nouveau-né qui ne s'aime pas lui-même, il sait même pas ce que c'est. Et par contre, c'est dans l'amour que lui transmettent les parents qu'il va réussir à se voir et à se sentir comme quelqu'un d'aimable. Il y a une phrase que j'aime beaucoup
qui est un enfant qui n'est pas aimé par ses parents ne cesse pas de les aimer, il cesse de s'aimer lui-même. Voilà. Beaucoup de sagesse, hein. C'est très agréable à entendre en tout cas, et ça ouvre des choses dans le cerveau, je trouve, des pistes de réflexion, comme on le disait. Ne serait-ce que se dire je suis d'accord ou pas d'accord avec lui, c'est déjà très important. Voilà, droit de ne pas être d'accord, mais au moins y réfléchir, plutôt que d'être dans une vie où justement il n'y a pas de conscience, il n'y a pas eu de réflexion. Alors évidemment, ça nourrit ces cerveaux qui aiment réfléchir, hein, on est toujours... Tu avais terminé, je terminerai aussi là-dessus, sur la notion de fantasme. Et tu avais fait la référence entre fantasme et trauma, en tout cas tu avais lié la notion de fantasme et de trauma en disant que les fantasmes pouvaient être une façon de compenser ou d'être dans la correction. Est-ce que je suis correct dans ma façon de reformuler? Compensation plutôt que correction, ou plutôt expérience correctrice, et je vois le fantasme comme une tentative de l'inconscient de se faire voir à l'endroit où il est blessé. Hein, je vois le fantasme comme un symptôme direct du trauma, qui devient le fantasme plus ou moins élaboré en fonction de la multiplicité et de l'enchevêtrement des traumas. Et le fantasme, bien sûr, et c'est important de le répéter, n'est pas que sexuel. Il peut être, comme ce fut mon cas pendant longtemps, il peut être professionnel, il peut être carriériste, ça peut être avoir telle et telle voiture, parce que ça va vouloir dire plein de choses, et ça dit surtout beaucoup de choses sur le trauma qui est à l'origine de cette émergence symptomatique. Et tu as évoqué, du coup, mettre la conscience dans la pratique sexuelle pouvait être une voie de changement par rapport à ces fantasmes. Absolument, parce que sinon, je m'imagine qu'on subit, et c'est pas mauvais non plus, hein, de vivre les choses de manière inconsciente tant que le respect est là, et le respect et le consentement sont là. Cependant, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très 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 profond qui se passe quand, quel que soit le domaine, pas seulement la sexualité, quand on prend ce que fait notre système neurologique sur la base de trauma, et quand on prend la conscience. Eh bien, ce qui se passe ici est souvent inconscient et pulsionnel et quasiment animal, et ce qui se passe ici est relativement sage, conscientisé. Eh bien, l'idée, c'est de pouvoir faire ça. Tu vois, de pouvoir unir les deux pour mettre de la conscience à l'endroit où il n'y a pas de conscience. Et souvent, ce qu'on fait avec cette partie dite consciente, sur les endroits inconscients qui sont immoraux ou inacceptables, ben on fait ça. Et ça mène, tu sais, je sais pas si tu as l'image, mais tu pousses quelque chose vers le bas, ça monte de l'autre côté. Tu vois, les gens ça qui fait penser à la balance, le principe de la balance où il y a un équilibre. Et Exactement. Ma vision des choses, c'est plus tu pousses d'un côté, quel que soit le domaine, hein, je ne parle pas que de sexualité, plus tu vas avoir l'effet inverse de l'autre côté pour récompenser les choses. Et donc, dans l'expression de cet inconscient traumatique et de cette conscience qui cherche à résoudre, puisque c'est sa nature fondamentale, mais l'idée, c'est de pouvoir accompagner ces parties inconscientes et de poser la conscience plutôt que d'aller réprimer. Et alors que souvent, en consultation ou en stage, ben moi, je veux régler ça, il faut que j'arrête ce comportement. Non, continue-le, vraiment, mais avec conscience. Et il va s'arrêter de lui-même. Et quand je vois tes deux mains l'une sur l'autre, ça me fait penser à se réunifier, se retrouver. Oui. Et là, l'équilibre me paraît être fait si on y arrive à se rapprocher. Toujours pareil, hein, peut-être pas se dire je vais y arriver parce que c'est parfois un peu haut, hein, mais je peux déjà m'en rapprocher. Je trouve ça assez doux pour prendre soin de soi. Avant de reprendre une dernière phrase de toi qui va me servir de conclusion, je me demandais comment est-ce que ton virage a été perçu par ta famille? L'incompréhension, la peur, le jugement, voilà, à l'image de l'enfance. Ok, merci. Et la phrase que je voudrais reprendre de toi pour conclure disait « Touche-moi là où j'ai mal et mets de l'amour là où j'ai peur ». Et je trouve cette phrase poétique et très touchante. Voilà, tout simplement. Merci je voudrais beaucoup. te remercier chaleureusement pour notre entretien. Merci beaucoup Stéphane. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Et merci pour cette posture qui me paraît inspirante de tranquillité et beaucoup d'humilité
beaucoup de contacts fraternels quand tu oses parler aussi des failles, des doutes et, comme tu disais tout à l'heure, des endroits où tu as peut-être moins réussi, mais c'est OK en fait, c'est l'être humain dans son parcours. Merci beaucoup. Merci à toi, Gaëtan. Merci beaucoup Stéphane pour ta confiance et pour cet échange profond, sincère, singulier, dense, spontané. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. Merci à toi. Merci à toi pour ce moment. Merci beaucoup vraiment. J'aimerais aussi remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!